Le 30 avril 1960. Et il m'a beaucoup appris. On était en contact avec lui. C'était avant le départ, pas déchiré. Il m'a dit un jour, il fallait plutôt tourner et sortir un plan, le plan Vita. Et aujourd'hui, il y a des Vita, les conférences. J'étais encore plus jeune. Il y avait des gens qui avaient regretté à Kinshasa, les gens étaient simples. Et les changements, les déchirements, j'avais les messages, j'avais autre chose que ce qui est fait. Maintenant, c'est des trois choses. Et les vêtements, c'est les vêtements qui sont les corrompus. Et les plus grands. Parce que je savais qu'en 2011, on était promis la mort et autre chose. Certains pays qu'il n'y aura pas de déchirement. Oui, que nous sommes passés par la télévision, je ne crois pas à la réalité. Je les crois bien flou. Nous avons quel problème? Voici notre problème les tout premiers. Olé a prévu ceci. On va assigner le nombre de députés à la Chambre basse du Parlement par le nombre d'électeurs qui ont appuyé le processus. Donc, si par hasard, les gens aux élections, c'est une nécessité importante. Deuxièmement, avant les élections, tout le monde qui est éligible, tout le monde qui est maintenant identifié, on doit avoir quelque part où on met ces listes pour que les gens viennent voir si les gens qui vont voter ont le droit à la cité, doivent voter, peuvent voter. Et nous avons ça dans notre loi électorale, c'est prévu. On a voulu même qu'on puisse corriger en cas de besoin. Et les gens qui vont frauder, on a déjà prévu une sanction dans nos lois. Bref, le Congo a l'arsenal électoral qui est un des meilleurs au monde. Mais qu'est-ce qui fait que le Congo n'arrive pas à avoir les élections? Il y a des vrais problèmes. Il ne faut pas les nier. Premièrement, le pays est tellement vaste. Mais il n'est pas plus vaste que le Canada. Il n'est pas plus vaste que les États-Unis. Donc, cet argument de la grandeur du pays, c'est un peu un argument exagéré qui ne tient pas debout en logique. Il y a autre chose à part la grandeur du pays. Oui, c'est un terrain immense, mais nous ne sommes pas plus grands que les autres qui ont des élections. Deuxièmement, il y a besoin d'argent. C'est un vrai problème. Notre budget a diminué, a baissé. Et le coût des élections maintenant qu'on demande est tellement élevé que si on compare à d'autres pays de même moment, quand on montre les pays fragiles et les coûts des élections, les Congolais demandent 1,8 milliard pour les élections et nous avons une population d'à peu près 70 millions ou 80 millions d'habitants. Et quand vous divisez 1,8 milliard sur la population, ça coûte combien par tête? Le Canada, qui est plus vaste que le Congo, a eu des élections avec 400 millions de dollars. En 2011, nous avons eu des élections avec
un peu plus bas que 400 millions de dollars. Si maintenant on doit arriver à 1 milliard 800 000, je comprends la difficulté que nous avons. La CENI a de vraies difficultés. Troisième problème que nous avons, c'est celui où nous n'avons pas de fichiers. Ce n'est pas les fichiers des électeurs que nous manquons, mais notre état civil, on ne connaît pas qui est vraiment congolais parce qu'on n'a pas encore mis à jour l'état civil, surtout pour les nouvelles provinces qu'on vient d'avoir. Donc, qui est congolais? La fois passée en 2006, quiconque a mené 3-4 témoins qui les connaissaient, il amène ces témoins lui-même, il dit, voilà, il est congolais, il a la carte d'électeur. Mais nous sommes un pays entouré de 9 voisins. Elle est tous un maître congolais, parce que le Congo a la meilleure musique, a les jeunes les plus brillants, la meilleure danse, les meilleures danses, et la meilleure faune et la plus grande richesse. En premier lieu était celle de la nationalité, qui est dit qu'aucun Congolais ne peut avoir la nationalité congolaise qui est égoïste, ne peut pas être partagée avec aucune autre nationalité. Donc, puisque j'ai eu l'émission qu'on a fait passer, il y a eu beaucoup de lettres, beaucoup de gens qui écrivent, qui demandent mais expliquez un peu comment ça va marcher. Mais ce n'est pas un plan nouveau, on l'a présenté depuis très longtemps, depuis 2011, 2012, je suis parti à Radio Capi, j'ai présenté des plans, et heureusement que maintenant, il y a déjà des progrès. Premier progrès, le fait qu'on va avoir les élections présidentielles, législatives et des députés provinciaux au même jour, c'est la proposition de M. Nzita en 2013. 2014, sur Radio Capi, et vous avez les places là-bas, vous les suivrez. Donc, on a quand même extrapolé certaines choses qu'on a mises dans la marmite des équations électorales maintenant. Mais ce n'est pas là la question. Comment les plans fonctionnent? Voici la première chose que ces plans veulent amener. Le peuple belge, les royaumes de la Belgique, en venant au Congo, avait donné une loi de chefferie. Demandez les grands-pères de votre papa, il vous le dira, qu'il était interdit pour un Congolais de sortir de 30 km de son village, de 30 jours de son village, sans avoir avisé l'autorité. Donc la Belgique, dans le livre de M. Newt Gingrich, dans sa dissertation de l'éducation politique au Congo, quand il parlait de ça, il a adressé un peu ça avec une méfiance dans les contrôles que la Belgique avait utilisés au Congo. Un contrôle incroyable. Les Congolais n'étaient pas permis d'aller à Gombe à 18 h. On l'a arrêté. Kalemi, Gombe, qui est pris sur un Hongrois, non un Hongrois, ne pouvait pas être la place où les Noirs peuvent se retrouver après 18 h. Donc il y avait une certaine sorte d'apartheid au Congo, bien entretenue. De la loi coloniale des chefferies et des groupements. C'est là où il y a l'état civil. C'est là où on va voir les données qui est né. Le reste, c'est la gestion de ces gens-là. Mais c'est un pays très petit qu'on peut arranger avec ces moyens-là. Mais si les Congolais vivent en ville, il y en a deux sortes de villes. Il y a des cités, mais ça on va en parler. Et les villes. Dans les villes, il y a les rues. Chaque rue, il y a un chef de rue. L'ensemble des rues donne les quartiers. Et l'ensemble des quartiers donne une commune. C'est terminé. Tous les Congolais habitent là-bas. Il n'y a plus d'autre place où ils habitent. Donc, si nous pouvons identifier où sont les rues, qui habite dans quelle rue, ils sont dans quel quartier, l'ensemble des rues dans quel quartier,
nous aurons la commune, et à la commune, on doit avoir l'état civil. Malgré l'exagération qu'on veut nous donner, nous ne pouvons pas accepter ce qui n'est pas avalable. L'ennemi du Congo n'est pas les Congolais en particulier. C'est une synergie de gens qui veulent que nous soyons faibles. Parce qu'un Congo fort fait peur à tout le monde. L'Occident a peur d'un Congo fort. L'Orient a peur d'un Congo fort. Les Grands Lacs a peur d'un Congo fort. L'Afrique a peur d'un Congo fort. Les Maghreb, donc le monde entier a peur que le Congo décolle. Ce n'est pas par hasard qu'on essaye de nous aider à nous battre à tout moment, même aux choses les plus élémentaires. Quand respecter la Constitution, tout le monde le dit. Nous sommes d'accord que nous sommes dans la démocratie servile, tout le monde le dit. Alors, où est le combat? C'est entretenu dans beaucoup de foyers. Donc, il y a une force invisible, à mon avis, ce n'est pas la théorie des spéculations, mais qui essaye de manipuler les Congolais pour que nous servions toujours les intérêts des autres. On nous vend tout, surtout ce qu'on n'emploie pas, qu'on ne dise même pas ailleurs. Récemment, il y a les démocrates en Amérique qui pensent qu'il faut récompter les élections parce qu'il y avait. Et aux élections prochaines en Amérique, les Congos vont envoyer des observateurs et les Américains au cas où il y a tricherie. Je pense que nous avons besoin. Nous allons les aider cette fois. Il faut que le vote de chacun est gardé. Là, il faut avoir la justice, d'un côté, à une chefferie et groupement. Les sont capables de dire, vous les Congolais, vous avez moins de gens respectés. Et les Canadiens, comme les Américains, comme les... Alors que moi je demandais ça, on étudie dans de bonnes conditions. Ils mangent 2-3 fois par jour. Ils circulent dans des voitures fumées pour qu'on ne les voie pas. 3/4 des gens ici, vous n'avez pas encore mangé. Mais, Congolais le Komakasi, aux Awana. Maintenant, s'il y a la guerre, et ont les moyens d'abord d'avoir devant leurs portes des policiers qui vont les garder. D'autres ont déjà envoyé leurs enfants en Poutouville. Nous sommes là-bas. Nous irons où? Donc, nous devons marginaliser tous ceux qui sont des extrémistes. Qu'est-ce que nous cherchons à ce moment-là? En soi, nous donnant des responsabilités. Je suis en train de faire une plaidoirie, excusez-moi, pour les jeunes. Au lieu d'aller marcher, je voudrais qu'on puisse engager les jeunes gens. Si nous allons avoir 50 000 jeunes gens qui vont être associés aux chefs des groupements, aux chefs des quartiers, je vous les garantis, avec un petit fichier d'abord, au lieu de mettre ça à l'internet, non, ce sera d'abord écrit sur un papier, et ceci s'appelle un papier sans carbone. C'est-à-dire, on peut avoir 4 pages sans avoir un carbone, et ici, on peut avoir une copie va à l'état civil, qui va identifier les Congolais dans leurs rues, dans leurs villages, dans leurs quartiers, et là, nous allons recevoir la circonscription. Ce n'est pas encore difficile à faire, c'est très facile. Nos enfants sont capables, mais seulement on veut les marginaliser. Comme ça, on amène des consultants belges, des consultants français, des consultants américains, des consultants canadiens. Ils ont étudié dans quelles écoles que nous n'avons pas étudié nous autres. Nous étions dans les mêmes écoles. Nous connaissons les mêmes professeurs. Ils ne vont pas nous donner une démocratie de seconde main quand nous pouvons faire ça mieux. Donc, nous sommes prêts de dire à ces extrémistes que les jeunes Congolais peuvent s'engager et aider la nation à arriver à d'abord constituer l'état civil. Mais l'argent qu'ils payent aux consultants, les Congolais sont généreux en payant les étrangers.
payer à ces enfants congolais 1000 $ pour leur service professionnel. Ce n'est pas beaucoup. Le service de l'éducation pour la l'éducation, y compris va au niveau de la santé. Ça va créer une cohésion sociale. Dans 15 ans, les Congolais vont fêter Noël avec joie. On ne peut pas avoir un gouvernement tant qu'il n'y a pas des élections. Majoritaire. Donc, nous allons la constitution de la RDC par un moyen de procès. En ce moment-là, nous avons... C'est le Sénat qui doit prendre des relèves. Mais le Sénat, à son état actuel, est partant parce qu'il a perdu son mandat. Également, nous avons deux propositions. La première, ceux qui veulent être dans une autorité transitoire ne peuvent pas être et dans les mangeoires et dans l'attaque. Quiconque fera partie de la période transitoire comme dirigeant, que j'appelle une autorité transitoire, ne peut pas être candidat. Si vous donnez à quelqu'un ministère pendant au moins 9-10 mois, pour qu'il revienne demain, on n'a pas encore entendu la remise et reprise de ceux qui sont partis. La loi demanderait normalement que quand vous entrez, vous montrez vos biens, et quand vous sortez, vous montrez vos biens. Mais maintenant, on n'a pas encore entendu ça. On ne peut pas avoir d'autres qui viendront embrouiller, parce que nous devons savoir comment ils ont géré. Et la constitution de la RDC dit ceci: les crimes économiques sont non prescriptibles. Donc, nous reviendrons au moment voulu, les réviser c'est nécessaire. Mais pour le moment, les Congos demandent deux choses. Donner la quiétude à nos enfants, qu'ils étudient. Les parents souffrent. Il y a beaucoup de parents qui commencent déjà à imaginer Noël, les Zoya, Minerva, je vais faire comme maintenant. Ils commencent, même quand ils ne prient pas, ils commencent à demander, c'est maintenant que vous allez à l'église d'Amino, pour que les jours de Noël, ils partent à la retraite. Éviter qu'on puisse me donner une connotation de la majorité ou de l'opposition. Ou même maintenant, il y a un autre groupe qui arrive, ils sont venus me voir, c'est pas très longtemps, ils viennent maintenant créer un groupe du centre. Mais quand j'étais centriste, on se moquait de moi. Maintenant, nous sommes les centristes de la majorité des peuples là, qui sont moraux. Et nous voulons voir que le pays marche. Voilà, messieurs, mesdames, ce que je passe en bref, mais le site aura tout pour que vous puissiez un peu voir. Nous pensons que les problèmes de la superficie, la grandeur du Congo, c'est un vrai problème. Mais là, c'est faux, parce que le Canada est plus grand que le Congo, il peut y avoir les élections, et le Canada est éparpillé partout. Et le Canada a la chance d'avoir une structure comme la nôtre, où nous avons les villages, les quartiers et autres choses. Le coût du Canada est de 400 millions, le nôtre 1 milliard. Nous allons réduire les coûts et nous pensons qu'avec à peu près 500 millions, les Congo peuvent avoir toutes les élections, l'état civil établi et laisser des bilembos partout où il y avait élection. On n'a pas l'argent, on ne peut pas rêver plus que ça. Nous voulons montrer ligne par ligne ce qui peut ça coûter. Mais nous demandons à la CEN de nous aider, de nous dire combien de véhicules qui fonctionnent encore, qu'on avait en 2006, parce qu'au Congo, il y a des mécaniciens intelligents. Il y a des camions qui sont plus âgés que moi, qui circulent encore. J'ai vu un camion au Congo après 5 ans. Parce que la meilleure voiture du Congo, la marque la plus intéressante, c'est Occasion d'Europe. Quand ça fait 10 ans en Europe, ça vient ici, ça commence une nouvelle vie. On veut savoir il y a combien de camions qui sont encore là.
il y a combien de générateurs, il y a combien de ceci, pour que nous puissions aider la CENI. Et je commande mon frère Nanga, qui a dit qu'il veut écouter toutes les autres propositions. Ça, j'ai dit, salut à la CENI. Je commande les rassemblements qui sont déplacés, qui sont partis vers la CENCO. Ça, j'ai dit, très bien. Et au-dessus de tout, nous commandons le chef de l'État qui avait parlé de sa bouche en autorisant la CENCO de continuer. Donc, n'écoutez pas les bruits qui circulent, que la CENCO ne continue plus. Le chef de l'État les a réussi à dire, allez achever le travail. Et nous allons présenter à la CENCO la proposition pour ajouter à ça. Voilà, messieurs, mesdames, je ne veux pas de polémique. Vos questions seront répondues sur base de la présentation. Nous prenons 2 ou 3 parce que vous avez cours à suivre. Qui a une question? Parce que le train est déjà en marche. La CENCO a déjà... La CENCO est partie dans cette démarche sans avoir fait des recherches pour savoir qui a dit quoi à Radio Okapi. Ça, c'est les Nations Unies. Qui a dit quoi dans les phares? Qui a dit quoi dans les potentiels? Je demande quoi d'autre qu'ils ne connaissent pas. Mais ce ne serait pas la première fois qu'un pays est trahi par l'Église. Ce que les Congolais, comme moi, regardons maintenant, est-ce que l'Église va aussi nous trahir? Une fois de plus. L'Église doit rester dans la moralité. Et l'Église a les droits canons. Ce n'est pas parce que le train a décollé, mais dans quelle direction, dans quelle destination? Si la destination du train est la démocratie, la CENCO ne peut pas aller en dehors de la Constitution. Nous demandons 3 choses. La moralité, la légalité et la légitimité. Mais si la CENCO nous trahit, ce n'est pas encore grave. La raison du plus fort n'est toujours pas la meilleure. Mais le peuple congolais met devant les barres la CENCO, la justice et tous ces puissants. Le peuple regarde et comprend. Donc, si la CENCO, qui est maintenant en train de... qui va choisir dans les 5 jours à venir, la CENCO aura choisi son camp. Et c'est le camp de la vérité qui sera ni majorité, ni opposition, mais dans la ligne droite de la moralité, de la légitimité, la légalité, d'accord. Ou le camp des rassemblements, c'est une autre chose qui sera biaisée et mauvaise. Le camp du pouvoir qui sera sous mauvais. Donc la CENCO est devant le tribunal de la conscience des Congolais. Nous la regardons avec attention. Les fils des rassemblements ou les fils du pouvoir, où la CENCO va rester l'église au milieu du village dans la moralité, dans la légalité, dans la légitimité, et il sera dans la Constitution. Point très bas. Qui veut réchauffer les têtes des petits-enfants pour qu'on arrive à forcer, à mener un peuple à une confrontation. Nous ne voulons pas de confrontation, nous voulons qu'on arrive à tourner la page, pas déchirer la page. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir comment le Congo va éviter toujours une série de misères. Des misères cycliques et cycliques et cycliques, on doit mettre fin à ça. Alors, comment votre plan fonctionne, le plan dit? Les plans fonctionnent d'abord en restituant l'honneur des Congolais à leur place. Commençons par les chefs de groupement, les chefs de quartier, la jeunesse, qui sont exclus, les chefs de groupement par le gouvernement colonial, mais les jeunes sont exclus par la nouvelle génération de leaders qui est venue après les colons, qui a fait que les jeunes sont seulement des marchepieds dans leur camp politique. On les met une ligue de jeunes pour ça, une ligue de jeunes pour ça, et les enfants sont pratiquement les griots de certaines personnes pour leurs ambitions politiques, souvent gourmandes et extravagantes. Alors, qu'est-ce que vous proposez dans le plan? Je propose, premièrement, que nous puissions inclure les jeunes gens
pour participer à la réflexion et participer à la refondation du Congo en allant d'abord à mettre dans chaque bureau de la commune, dans chaque bureau du secteur en milieu rural, un document qui donne au moins un échantillon de l'état civil, qu'on sache qui est qui là-bas. Et deuxièmement, avec ces données-là, les mêmes données doivent arriver à la CENI qui peut commencer à les exploiter ou bien avoir une base de référence pour qu'en cas de contestation, on peut voir ce qu'est l'état civil. Troisièmement, donner la dignité à nos jeunes gens de savoir que nous pouvons bâtir notre pays, une fierté qui sera là. Donc ce plan propose que la participation, mais les jeunes gens doivent être payés. Le Congo est généreux en donnant des grandes commissions aux étrangers. Si vous apprenez ce que les Congolais donnent aux consultants étrangers, vous serez surpris. Ça ferait des bourses pour tous les enfants à l'école. Mais maintenant, donnez-les 1 000 $ par enfant pour le travail. Et ils vont faire le travail. 1 000 $ pour les élections. Avec la CENI, on travaille ensemble. Parce qu'il nous faut arriver au moins 180 jours après le 19 décembre. On doit tout terminer. Et on peut avoir les élections donc au plus tard le 30 juin 2017. Et ça répondra à la question de savoir comment avoir ces élections plus proches au lieu de s'éloigner encore plus loin. Alors, la dernière question, au moins le budget qu'on avait en 2011. En 2011, il y avait 4 milliards quelque chose. Ce n'est pas possible qu'il y avait 400 millions quelque chose. Maintenant, on va à 1 milliard ou 5 000. Comment on peut multiplier par 4 maintenant? Alors que nous avons des camions qui sont encore tout détruits, nous avons encore des machines quelque part, un petit bureau quelque part, des papiers quelque part, des bics quelque part. Donc il y a quand même quelque chose qui est resté dans les anciennes élections. Donc le budget de la CENI n'a pas donné item par item qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent-là pour que nous puissions maintenant vérifier exactement comment ils ont arrivé à ces montants-là. Le budget de la CENI est trop extravagant et c'est plus que le Canada, c'est plus que les États-Unis, c'est farfeleux, c'est inacceptable, il n'y a pas d'argent. Notre budget dit que si on exclut les commissions des étrangers, on exclut la corruption, on prend nos enfants, on prend nos hommes dans nos quartiers, dans nos villages, nous allons faire le travail et sera largement, nettement moins cher et il y aura la confiance. Tout le monde saura que nous avons fait ça, nous connaissons les gens qui sont là. Nous voulons que les gens, que ce soit une démocratie participative. Alors, la dernière question, la SENCO... Qui doit parler en pasteur, qui doivent appeler mal, mal, bien, bien. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. C'est maintenant la chance pour nous de savoir. Pouvons-nous avoir confiance à l'Église? On ne nous a trahi par le gouvernement, on ne nous a trahi par les politiciens, on ne nous a trahi par les hommes d'affaires. Maintenant, est-ce que l'Église va nous trahir? Si l'Église va rester du village, l'Église va demander une chose, la plus simple possible. Celle-ci, respecter la Constitution, eh bien, c'est dans les 180 jours qu'on doit s'organiser. On doit savoir qui sera ministre, quand et comment, mais pour cela, les secrétaires généraux peuvent faire le travail. Donc, à un moment, on n'a pas besoin d'avoir encore un gouvernement éléphant qui aura plus de 50 ministres, peut-être 200 ministres, 300 ministres. Et vous savez l'arrogance de nos ministres ici. Ils vont demander combien. On n'a pas encore terminé les problèmes de FPI, on n'a pas encore terminé les dossiers qu'on a là-bas, on va encore prendre notre ministre. Non, nous voulons que maintenant les secrétaires généraux expédient les affaires courantes et qu'on avance. Mais si par hasard on veut aller aux élections avec des ministres, d'accord, mais que tous ceux qui vont gérer l'autorité transitoire ne soient pas partis des élections. Parce que là-bas, si la SENCO va recommander ça, nous pensons que c'est un peu juste. Mais comment voulez-vous que les mêmes gens qui viendront au mangeoir, nous savons pourquoi ils viennent. Et nous voulons que ces gens-là aient l'argent, les capitales pour faire les élections. Non, mon cher ami. Donc l'Église est devant la barre. Merci beaucoup. Je vous en prie. Aux jeunes gens, nous allons nous mettre là pour exposer les extrémistes. Les extrémistes font tout ce qu'ils veulent faire pour leur propre bureau. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui ont commencé à recruter des jeunes filles ici, qui seront des secrétaires dans leur cabinet quand ils deviendront ministres. Écoutez, cette délinquance doit quitter les pays. Donc nous pensons que les gens qui font la tête dure, et déjà Dieu a commencé à les confondre. La réponse du chef de l'État était tellement claire. Quand nous avons eu, quelqu'un m'a porté ici la déclaration de la majorité. Mais moi j'ai vu le chef de l'État, j'ai suivi les communiqués à la radio même, à la télévision, quand il disait « Je vous demande qu'on ait travail ». Donc je pense qu'ici nous avons la personne la plus qualifiée, le chef d'État qui dit à la SENCO, allez faire le travail. La SENCO n'a plus d'autres petites excuses à donner. Elle doit se mettre du village dans la Constitution, dans la légalité, dans la moralité. Et réellement, je répète qu'à la barre, c'est l'Église.
Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie.